Bonjour, bienvenue à toutes et tous à cette conférence du CIRST. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Natalia Gilles. Voilà. Donc, je vais la présenter. Elle va nous présenter une conférence sur les statistiques sur l'éducation dans les comparaisons internationales. Alors, Natalia Gilles, elle est professeure à l'Université fédérale du Rio Grande do Sul, au Brésil. Depuis 2010. Et donc, elle est actuellement en séjour de recherche au CIRS, donc vous aurez d'autres occasions de la croiser jusqu'à quand vous êtes ici? Juin. Jusqu'à juin, voilà. Pardon. Elle est titulaire d'un doctorat en éducation de l'Université de Sao Paulo et elle a effectué une partie de ses études à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Actuellement, elle concentre ses efforts de recherche sur, excusez-moi, j'ai quelque chose dans la gorge, sur l'histoire de l'exclusion scolaire au Brésil, en accordant une attention particulière au processus de quantification. Voilà, alors sans plus attendre, Natalia, à vous la parole. Merci de me recevoir ici. Je suis très heureuse de vous présenter les résultats préliminaires de cette nouvelle recherche. Je l'ai commencée en septembre dernier, 2023, mais mon plan, c'est de faire cette recherche pendant la prochaine décennie. Mon intérêt, c'est d'analyser les statistiques de l'éducation et la hiérarchisation du pays faites par des organismes internationaux. Et dès le 19e siècle, déjà, les expositions universelles ont utilisé des statistiques de l'éducation pour relier les pays, mais pour comparer aussi. Les bureaux internationaux de l'éducation au début du XXe siècle, l'UNESCO, la Banque mondiale, l'OCDE. Je m'intéresse à tous ces organismes, mais je suis tout au début. Et bon, avant de passer à l'analyse proprement, que je préparais pour vous présenter aujourd'hui, il y a deux informations préalables. D'abord, il faut dire quelques mots sur l'origine de mon intérêt pour ces sujets-là. Et ça vient bon, l'année dernière, je publiais ces livres par Routledge, Exclusionary Rationalities in Brazilian Schooling, Decolonizing Historical Studies. C'est le résultat, les livres concentrent les résultats de 12 ans de recherche sur l'histoire du redoublement scolaire au Brésil. Et en écrivant les livres, je suis tombée sur cette publication de l'UNESCO de 2012, c'est spécifiquement sur les redoublements et les décrochages scolaires. En l'occasion, je voudrais voir comment le Brésil apparaissait dans ces publications-là. Mais ça restait un intérêt pour voir comment c'était fait les comparaisons, les autres pays, et c'est les moments. Et maintenant, je reprends cet intérêt pour continuer l'analyse de ces côtés-là. Il faut, notre information importante, ça concerne l'approche. J'étudie l'histoire des statistiques de l'éducation il y a longtemps. Il y a 20 ans, je travaille là-dessus. Ma thèse de doctorat que j'ai soutenue en 2007, elle est apparue en livre en 2019. Elle était sur l'histoire des statistiques au Brésil. J'analysais comment les statistiques étaient produites de la fin du 19e siècle et les premières décennies du 20e siècle. C'est-à-dire, bon, c'est pour dire que je travaille sur ces sujets il y a longtemps et pendant cette période, j'ai pu avoir des contacts, contacter des scientifiques qui travaillent là-dessus et échanger de travail avec eux. Et parmi eux, Jean-Pierre Beau, que me reçoit ici au CIRS, et l'UQAM, on travaille ensemble, en fait, il y a longtemps. Bon, c'est que aujourd'hui, cette approche, récemment, elle est appelée de Social Studies of Quantification, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de rassembler de différents champs autour de cette approche
critique de la quantification et des historiens, des sociologues, des économistes, enfin, parmi d'autres. Mon intérêt, alors, la différence, c'est que je ne m'intéresse pas vraiment aux chiffres eux-mêmes, c'est-à-dire que ça m'intéresse beaucoup plus la production, la façon dont les statistiques sont produites, et aussi la circulation, la diffusion, l'utilisation de ces statistiques, de ces chiffres-là. Donc, j'analyse les statistiques non pas par la compréhension qu'elles sont censées donner de la réalité, mais en comprenant qu'elles participent à la construction de cette réalité et en cherchant à montrer comment ça se déroule, ce processus. Et je refuse alors cette idée d'objectivité, de neutralité, de chiffres, même si je reconnais qu'ils peuvent être des moyens utiles pour rendre intelligible le monde social. Je veux mettre l'accent sur leurs limites et d'affirmer qu'elle est une façon de connaître parmi d'autres et aussi de souligner que la façon dont elles sont produites et même mobilisées dans les discours, ça a toujours la marque. Les statistiques ont la marque de cette façon d'être produite, les catégories qui sont mises en avant, qui sont choisies. Je suis dans ce domaine inspirée par beaucoup d'auteurs. J'ai décidé de mettre quelques noms importants, mais il y en aurait d'autres. Alain Desrosières, Jean-Guy Prévost et Jean-Pierre Beau sont liés au CIRST. Ian Hacking, Thomas Popkewitz, Theodore Porter, Nicholas Rose, pour en mentionner quelques-uns. Pour commencer cette recherche, que j'ai l'intention de continuer dans la prochaine décennie, j'ai choisi d'analyser cette collection de publications de l'UNESCO. Ce sont des volumes annuels publiés entre 2003 et 2012. Elle s'appelle Global Education Digest, Comparing Education Statistics Across the World. Et c'est intéressant pour plusieurs raisons, mais d'abord, il faut dire que chaque volume se dédie à une thématique spécifique, analyse une thématique spécifique, mais les structures des volumes, elle est régulière. Il y a toujours une préface, les remerciements, une introduction qui c'est la partie où effectivement les volumes nous proposent l'analyse de la thématique. Mais après, il y a des tableaux avec des informations semblables pour toute la collection, pas spécifiquement sur les sujets du volume. Et ces tableaux sont organisés par continent et par ordre alphabétique, mais je veux vous dire un peu plus de détails après et un glossaire. Maintenant, pour aujourd'hui, j'ai décidé de mettre en relief quelques points qui méritent d'être soulignés et je veux dire une fois de plus que ce sont des résultats préliminaires. Je suis encore en train de mener cette analyse-là. Bon, d'abord, je voudrais dire quelques mots sur les préfaces et les introductions. Les préfaces, il est toujours signé, il est un texte très court, 2 pages. Il est signé toujours par la directrice ou le directeur de l'Institut. L'intéressant, c'est de voir d'abord que l'introduction fait l'analyse de la thématique de chaque volume. Pour les préfaces, c'est intéressant de voir que d'abord, il a un concern de souligner l'importance des statistiques. Je vous propose un extrait
du volume de 2003 où apparaît comme ça, apparaît cette information. Les connaissances, les compétences et les capacités nécessaires pour relever les défis du 21e siècle dépendent des systèmes éducatifs qui distribuent équitablement les possibilités d'apprentissage et qui utilisent efficacement les ressources humaines et financières. Des statistiques précises, fiables et actualisées sur l'éducation sont essentielles pour permettre au système éducatif d'atteindre ses objectifs. Et ça continue. Pour de nombreux pays qui peinent encore à sortir de la pauvreté généralisée et à parvenir à l'éducation primaire universelle, les statistiques fournissent une mesure des progrès, leur permettant de fixer des priorités pour l'utilisation des ressources rares. Pour les pays plus développés, les statistiques de l'éducation aident les gouvernements à répondre au rythme toujours plus rapide de la globalisation, des progrès technologiques et des changements économiques. Et pour ça continue en indiquant, bon, d'abord, le préface indique l'importance des statistiques, mais après, il y a toujours les concerns avec des problèmes. Il souligne aussi des difficultés, des lacunes, des limites de ces outils-là. On peut voir ça dans le même préface. Ça continue indiquant que, cependant, l'Institut est toujours confronté à de nombreux défis. L'un d'entre eux est de consolider la qualité des données existantes sur l'éducation pour s'assurer qu'elle correspond mieux aux indicateurs d'aujourd'hui, ce qui est essentiel pour assurer un suivi précis des progrès. Un autre défi consiste à intégrer des données sur l'éducation provenant des différentes sources pour obtenir de meilleures estimations des données manquantes qui représentent une lacune considérable dans nos connaissances. D'emblée, ça qui m'a étonnée, c'est que ces concerns et cette façon de parler des statistiques, c'est très semblable à ce que je trouvais dans les publications brésiliennes au début du XXe siècle, que j'ai analysé pour ma thèse de doctorat il y a longtemps. Là-bas, c'était toujours comme ça. Les publications, les tableaux, ils étaient précédés des explications sur ces chiffres. Et c'était toujours important de dire comme c'est important d'avoir des statistiques et aussi d'indiquer les lacunes, les problèmes. À ce moment-là, je compris que, comme au Brésil, les champs statistiques étaient en train de s'organiser et faire des statistiques, c'est vraiment cher. Il faudrait convaincre les gouvernements d'apporter l'argent nécessaire, d'indiquer la valeur des chiffres pour l'administration publique. Et de dire que bon, et d'avouer qu'il y avait des lacunes. Et c'est vraiment intéressant de voir qu'il y a la même, c'est très semblable ici. Et ici, l'échelle, c'est une autre, c'est pour l'ensemble des pays du monde. Mais c'est toujours, il y a toujours l'intention de dire que les statistiques sont vraiment importantes et aussi pour convaincre les pays, surtout les pays plus pauvres, d'apporter l'argent nécessaire, de répondre aux appels de l'Institut. Une autre chose que je trouvais intéressant, et je continue, c'est aussi un extrait qui nous montre que l'Institut, même au début du XXe siècle, avait de difficultés de recevoir les informations de tous les pays. Mais il y a aussi, on peut aussi entrevoir un désaccord entre l'UNESCO et
l'OCDE. Il faut dire qu'au début de ce siècle, l'OCDE a commencé à faire les PISA, à faire une évaluation de performance scolaire. Et ça, c'est différent du type d'information que l'UNESCO rassemble dans ces volumes, parce que ce sont des informations sur l'inscription, les redoublements, d'autres choses plus administratives. Et il y a, on peut voir un peu les désaccords. Bon, je vous lis cet extrait où ils indiquent les pressions internationales exercées sur l'Institut consistent à collecter ces données de manière systématique dans un plus large éventail de pays à chaque fois. C'est-à-dire, l'Institut sentait la pression pour produire des évaluations de performance lui aussi. Mais l'exercice de collecte de données doivent être conçus en sachant qu'il existe de nombreux systèmes statistiques éducatifs faibles. Nous ne pouvons même pas obtenir des données régulières sur les informations de base sur l'éducation de certains pays. En général, ça qui m'intéresse de vous dire, c'est que n'importe, et au XXe siècle et au XXIe siècle, les statisticiens sont prudents pour parler des statistiques. Et dans cet ensemble, il y a même un volume, les volumes de 2008, qui s'était spécifiquement consacré à expliquer les travaux, les défis, la façon dont l'Institut rassemble les données, comment ça se passe la relation avec le pays. C'est-à-dire que les statisticiens sont prudents. Mais l'effet, c'est qu'ils ne contrôlent pas l'utilisation des chiffres qu'ils produisent. Et d'où mon intérêt d'inclure dans les projets de recherche pour l'avenir l'analyse des journaux nationaux, parce que il faut voir, c'est intéressant de voir si la façon dont ces données sont diffusées, si les journalistes, ils font attention aux concerns indiqués par les statisticiens, comment ça se passe. Mais bon, il faut le dire aussi que cette prudence n'empêche pas que l'utilisation des chiffres et les comparaisons par l'UNESCO dans ces mêmes volumes. Et c'est ça que se passe dans l'introduction à chaque volume où il ne présente que les chiffres. Il présente les chiffres et une analyse d'ensemble, des comparaisons. Il cherche de produire une compréhension de cette situation-là dans les volumes produits par l'UNESCO. L'introduction, elle n'est pas un texte négligeable. Elles sont entre 13 et 78 pages. La plus petite, elle a 13 pages, mais c'est vraiment petite parce que les autres ont 22, 40, 50. C'est-à-dire que c'est un texte bien développé pour mettre en relation ces chiffres dans la compréhension, essayant une compréhension sur des sujets de l'éducation. Mon argument, alors, c'est que ces publications participent ainsi à la construction et au renforcement de la hiérarchisation des pays et des effets du pouvoir politique à l'échec mondial. C'est là-bas que j'essaie de démontrer quelque chose. Bon, alors une autre chose que je voudrais vous indiquer, vous montrer, c'est la façon dont ces volumes organisent les pays, cette organisation en bloc des pays. La manière de présenter les pays varie considérablement d'un volume à l'autre et dans le même volume, en fait. Mais il existe une tendance à établir une polarisation entre deux blocs. Mais ces deux blocs,
ils sont vagues, des délimitations vagues, un peu floues. Une façon très courante, mais ça ne nous étonne pas parce que c'est très commun d'indiquer comme ça, c'est de polariser les pays développés et les pays en développement. Mais ça coexiste avec d'autres façons. Il y a aussi cette idée des pays développés et pays moins développés aussi. Ou un autre intéressant, plus détaillé, c'est de dire les pays qui luttent encore pour sortir de la pauvreté généralisée et parvenir à l'éducation universelle, l'éducation primaire universelle, et les pays plus développés. Et pour vous proposer trois façons, mais il y a une profusion de façons de dire, mais quand même cette tendance de polariser, de polarisation. Un autre intéressant, j'ai trouvé dans un tableau, un graphique, c'est graphique, comment ça s'appelle? C'est un graphique. C'est de dire qu'il y a des pays à faible revenu intermédiaire, c'est-à-dire low middle income countries, et pays à faible revenu, low income countries. Ne sont pas tous les pays du monde là, mais ça que je voulais vous montrer, c'est cette idée de polariser, d'établir deux blocs. Ça marche vraiment, c'est vraiment fréquent dans ces volumes que j'ai analysés. Mais cette façon d'organiser, elle coexiste avec d'autres modes. Dans les tableaux, à la fin, parce que vous vous rappelez, les volumes, il est organisé avec une introduction et après les tableaux. Et dans les tableaux, au début, entre 2003 et 2005, la façon d'organiser les pays, elle était plus classique par continent, un peu comme dans les manuels scolaires, Afrique, l'Amérique du Nord, et ça c'est intéressant, que dans l'Amérique du Nord, les pays, la relation des pays intégrait l'Amérique centrale et les Caraïbes, l'Amérique du Sud, l'Asie, l'Europe, l'Océanie. Et dans chaque groupe, les pays étaient organisés par ordre alphabétique. Mais après 2003, après 2006, jusqu'à la fin, c'est une autre logique géopolitique que se présente. Et alors, les données sont organisées de cette façon-là. Les États arabes, l'Europe centrale et orientale, l'Asie centrale, l'Asie de l'Est et le Pacifique, l'Amérique latine et Caraïbes, et ça intègre l'Amérique centrale, l'Amérique du Nord et l'Europe de l'Ouest. Et c'est intéressant de voir que l'Amérique du Nord et une partie de l'Europe ensemble, l'Asie du Sud et l'Ouest et l'Afrique subsaharienne. Ici, un graphique qu'utilise, et ça, d'abord, je vous parlais de la façon dont les tableaux à la fin sont organisés. Ici, c'est un graphique introduit dans une introduction, qui fait partie d'une introduction en 2010, dans ce cas-là, et ils utilisent cette organisation des pays. Et dans les introductions, la variation est beaucoup plus expressive, en fait. Ici, ça repère la façon dont je vous ai parlé, mais il y a d'autres différentes. Ça, par exemple, c'est un graphique avec beaucoup de points. Chaque point, c'est un pays, mais l'important, c'est de vous montrer qu'il y a peu de pays nommés, en fait. Et ça donne une impression, ça nous mène à des interprétations. Par l'instant, je ne suis pas capable de vous dire quelles interprétations sont prédominantes, mais je veux vous signer que ce n'est pas anodine d'indiquer quelques pays et pas d'autres dans un tableau comme ça. On est censé faire attention à des pays. Là-bas, sont des pays pauvres, mais ne sont pas tous nommés. Ça, c'est une façon d'organiser. C'est vrai que pour l'enseignement primaire, la tendance est de mettre en évidence les pays africains et ceux de les sud-ouest asiatiques, probablement parce que la situation
est pire dans ces régions-là, comme on peut voir dans cet autre graphique de 2003, qui présente quelques pays de l'Afrique. Parce que c'est bon, c'est la façon d'organiser ces types de graphiques. Ils vont beaucoup plus, vont apporter beaucoup plus d'informations sur des pays pauvres. Et l'Europe et l'Amérique du Nord apparaissent très peu dans ces introductions. Et il y a des pays indiqués, les pays, ils apparaissent dans des graphiques, même par exemple ici, il y a l'Europe, mais quand même, l'impression générale est que ces régions-là, n'ont pas de problèmes, c'est ça que j'ai envie de vous dire. C'est comme si il n'y a pas de problème là-bas, ce n'est pas nécessaire de montrer des détails. Mais quand même, je voudrais vous souligner une information. C'est un tableau graphique de 2012 ça indique la quantité d'enfants en état scolaire qui étaient en dehors de l'école dans chaque région. Et on est mené à regarder les premières barres parce que c'est 30 millions d'enfants en dehors de l'école dans l'Afrique subsaharienne et c'est vraiment important, ce chiffre-là. Mais je voudrais vous signaler que où j'ai mis la 7, qu'il y a 1,3 million enfants en état scolaire en dehors de l'école dans l'Amérique du Nord et l'Europe d'Ouest. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enfants en dehors de l'école dans les pays riches. Si on somme ça avec le reste de l'Europe, ça donne plus de 2 millions d'enfants à l'âge scolaire en dehors de l'école. C'est pas, bon, je sais pas pourquoi ils sont dehors de l'école, mais c'est pour vous dire que chaque région a des problèmes. Si ce n'est pas un problème si important en termes de quantités que celle-là de l'Afrique, ce n'est pas vrai que ce n'est pas un problème parce que les enfants devraient être tous à l'école, mais la façon de montrer l'information nous mène à regarder quelques pays, quelques régions et pas d'autres. Bon, je vous propose un autre point d'analyse ce sont les catégories, la façon dont les catégories sont établies, c'est toujours une difficulté et c'est encore plus difficile de comparer des systèmes scolaires qui sont fort différents, comme c'est le cas pour tout le monde. Il faut faire un point sur l'histoire de l'école rapidement, très rapidement. Les systèmes scolaires se sont développés, en particulier après le 19e siècle, par l'imposition d'un modèle d'école qui est né en Europe. Tout au long du 20e siècle, ce sont les organismes internationaux ont joué un rôle très important dans cette homogénéisation. Je ne suis pas ici pour vous dire si c'est bon ou si c'est pas bon. C'est une question qu'on on doit savoir. Et en particulier, l'UNESCO, en moyennant les statistiques, a fait partie de ces processus. Et c'est intéressant bon, alors, la décision sur des catégories qui vont organiser les tableaux, elle est toujours un défi. Il faut décider pour mettre quelque chose, mais ce n'est pas neutre parce que c'est basé sur des expériences de certains pays qui ont organisé les écoles comme ça. Et ce que je veux vous montrer, c'est que il y a nombreux pays qui ne sont pas vraiment représentés par des catégories choisies. Je vous propose de voir la façon dont l'inscription à l'école secondaire est indiquée dans les volumes, dans tous les volumes, c'est la même chose.
Ils indiquent l'inscription générale, les totales d'inscrits, mais après, ils séparent les inscrits dans les programmes généraux et les inscrits dans les programmes professionnels ou techniques. Et moi, j'ai repéré qu'il y a beaucoup de pays où la quantité d'inscrits dans les techniques est très faible. Alors, je cherchais quels seraient les pays où ça a plus de sens. Et c'est vrai que pour la France et pour l'Allemagne, ça marche bien d'organiser comme ça. Mais pour l'Italie, je vous propose comme ça pour voir les chiffres. L'Italie, Danemark, Canada, Brésil, d'autres pays, ça n'a pas vraiment de sens d'organiser comme ça. Et on pourrait se poser la question, pourquoi séparer comme ça? Si on va au Brésil, on a 25 millions d'inscrits. 1 million, c'est vraiment peu d'inscrits dans les techniques. En Myanmar, par exemple, 15 000, 16 000. Et ça c'est une question, les statisticiens me diraient, sûrement technique, on doit faire un choix. Mais ça donne des résultats, ça peut entraîner des résultats. Qu'est-ce que Myanmar va dire? Peut-être il va penser, bon, on doit augmenter ces chiffres-là, avoir plus d'écoles professionnelles, je sais pas, je serais rien, mais c'est pour vous dire que cette organisation, elle a aussi des effets qu'on doit prendre en compte dans la continuité de nos recherches, en fait. Un autre exemple, c'est la façon dont l'information, l'inscription sur l'enseignement supérieur est indiquée. Et là-bas, c'est pas pour voir le chiffre même, non, c'est pas possible de voir les chiffres, mais c'est pour vous montrer que en haut, les premiers tableaux, ce sont des pays de l'Europe. Quelques pays parce que d'autres parties étaient dans l'autre page, mais ça déjà suffisant pour vous montrer cette différence. L'inscription dans l'enseignement supérieur est indiquée au total et après, elle est divisée par champ. L'humanité, l'éducation, des champs de l'enseignement supérieur. Pour l'Europe, ça fonctionne, les pays ont des chiffres à mettre dans ces espaces. En bas, on a l'Océanie et on peut voir d'abord qu'il y a beaucoup de traits. Les traits signifient que le pays n'a pas envoyé, l'UNESCO n'a pas eu d'informations sur ces pays-là. Mais il y a aussi les NA, c'est-à-dire que NA, ça ne s'applique pas. Et ça, c'est presque tous les pays de l'Océanie. Et aussi, du côté, je vous propose les tableaux de l'Amérique du Sud. Et c'est la même chose. On n'a pas d'informations. Et même s'il y a une petite note en bas des pages qui explique que certains pays, ils font partie de notre organisation. Ils n'ont pas censé avoir l'organisation d'enseignement supérieur divisée par ces champs-là. Mais c'est en bas des pages et quand même, ça me semble l'impression des vides, c'est très important dans cette façon de présenter les informations. Alors, bon, je suis encore en train d'analyser quelle impression ces désaccords produisent. Et croiser l'analyse avec des nouvelles des journaux, je pense qu'il va aider à éclairer si ça donne quelque impression, si ça apparaît dans d'autres publications. Pour l'instant, il semble que les lacunes suggèrent la désorganisation et la précarisation de nombreux pays, comme si on pourrait dire, bon, ils n'ont pas même des statistiques, ils ne pourraient pas avoir
un enseignement supérieur très organisé. Bon, pour les derniers points que je vais vous proposer, c'est la coexistence, un peu la contradiction, une contradiction utile, ça me semble, entre coopération, benchmarking et accountability qui se présente dans ces publications-là. Il faut dire d'abord que l'UNESCO, elle est née après la Deuxième Guerre mondiale en 1945 pour la coopération entre pays. Ça, c'est indiqué dans tous les volumes. À la deuxième page, dans la deuxième page, il y a toujours cette information-là. L'objectif principal de l'UNESCO est de contribuer à la paix et à la sécurité dans le monde en promouvant la collaboration entre les nations à travers l'éducation, la science, la culture et la communication. C'est-à-dire que l'aide, la solidarité, la coopération, c'est au cœur de l'UNESCO et elle est censée faire, avoir cette participation en favorisant la circulation de bons modèles, de bonnes solutions en éducation. Les statistiques, elles jouent un rôle important dans ces processus de coopération internationale. C'est indiqué aussi dans le volume, comme dans cet extrait-là. L'Institut des statistiques de l'UNESCO est le gardien des statistiques internationales de l'éducation. Au cœur du mandat de l'Institut se trouve l'assistance aux États membres pour collecter, analyser et diffuser des indicateurs de l'éducation comparables à l'échelle internationale qui informent les politiques. Mais cette idée de collaboration, elle se relie au benchmarking et la accountability. Et ça, c'est explicitement indiqué dans la publication. Je vous propose 2 extraits pour vous montrer ça. Le premier de 2004 indique que ces cadres comparatifs permettent aux pays de comparer leurs progrès à ceux des pays voisins ou similaires et fournit une lentille pour interpréter les résultats des réformes de l'éducation de différentes parties du monde. Et le deuxième extrait indique que les grands défis consistent à améliorer les capacités nationales afin que les pays eux-mêmes puissent collecter, produire et interpréter les indicateurs dans une culture de meilleure gouvernance et de responsabilisation. Je mis en français, mais dans l'original, c'est bien cette idée que j'ai déjà indiquée. Et c'est intéressant de vous dire aussi que dans la publication, il y a pas mal d'informations en ce que concerne les difficultés de certains pays, surtout les pays pauvres, de comprendre pourquoi ils doivent utiliser les ressources financières pour produire des statistiques comparables et quelle était la façon, comment la comparaison pourrait les aider. Et il n'y a pas de réponse. Hein. L'introduction, elle indique ces difficultés de convaincre les pays à faire des statistiques comparables internationalement, mais il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Pourquoi ça serait important de comparer? Parce que c'est sous-entendu, en fait. L'idée de benchmarking et accountability est déjà, circule déjà. Et alors, je m'arrête là, je vais finir en vous indiquant ce que je pense de cette idée, de cette façon d'émettre ces idées, ces logiques en relation. D'abord, ces logiques, les benchmarking et accountability, ce sont des instruments de gestion provenant du secteur privé dans l'administration des entreprises qui entrent dans la politique publique
dans les politiques publiques néolibérales avec force, principalement à partir des années 90. Et l'idée centrale est que la comparaison améliorerait les produits et les services par les pouvoirs de l'émulation, simplement. Pourtant, il y a un problème indéniable lorsque ce processus vise à établir une comparaison entre les pays, dont l'inégalité économique n'est pas le résultat d'un manque de volonté ou simplement d'un manque de connaissances ou d'accès à de bonnes solutions. Et l'aide entre pays, à mon avis, brouille l'analyse du fait que les pays qui coopèrent entre eux pour garantir les droits à l'éducation sont les mêmes qui rivalisent pour la richesse et les pouvoirs dans l'économie capitaliste. Mon hypothèse est qu'il s'agit d'une contradiction utile pour pays, au pays au pouvoir. Il n'est pas déraisonnable de considérer que cette assistance apportée par les statistiques aide en fait les pays riches à rester au pouvoir en se jugeant avec des airs de solidarité les pays pauvres. C'est ça pour maintenant. Je vous remercie beaucoup d'être là. Merci. Merci beaucoup pour la présentation, Nathalie. Vraiment très intéressante. Alors, on a une trentaine de minutes dédiées aux questions, aux commentaires. Alors, est-ce que dans la salle, il y a des questions, commentaires ou bien en ligne? En ligne, est-ce que, Hélène, tu vois J'ai vu des applaudissements de Jean-Benoît. peut-être on peut arrêter le partage pour mettre la galerie? Et voilà. Voilà. Alors, questions, commentaires pour Nathalie Agile sur sa présentation. Oui, Jean-Pierre. Merci, mais merci à Natalia pour sa présentation. Je connais un petit peu les travaux de Natalia. Elle est venue déjà présenter ses travaux sur le Brésil. Là, ce sont des travaux avec l'idée de comparaison. Euh, la remarque que je ferai, c'est que euh, les résistances qu'elle semble dégager dans les introductions, je pense, hein, les préfaces et les introductions de chacun des rapports, ça m'apparaît très intéressant parce qu'en fait, dans tous les domaines des statistiques, on retrouve ça, probablement dans les statistiques de l'éducation de façon encore plus massive, dans la mesure où, on le sait, les systèmes d'éducation sont différents. Mais il y a un constat général, dès qu'on compare des pays, des statistiques, c'est le cas des indices des prix à la consommation, du taux de chômage ou des choses comme ça, euh, les statisticiens qui s'emparent de ces données et qui les comparent commencent d'abord par dire il y a un gros problème. Et moi, je trouve ça très intéressant parce que euh, ce problème, il est inhérent. Les pays sont différents. Les catégories en Europe, c'est relativement semblable parce qu'il y a un institut européen qui essaye d'imposer des choses comparables. Mais dès qu'on compare, on se retrouve, et je trouve intéressant que les statisticiens le disent, avec ces difficultés de faire tenir ensemble des systèmes qui sont très différents. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que, en dehors de ces introductions, parce qu'il y a un côté presque rituel de dire c'est difficile de comparer, est-ce qu'on retrouve ça, Natalia, ailleurs? On les retrouve, d'après ce que tu dis, dans des notes de bas de page, on les retrouve dans les NA ou les tirets qui indiquent que les données sont de faible qualité ou on n'en a pas. Est-ce qu'on les retrouve ailleurs? Euh, et la question, je la poserai de façon inverse. Quel est le pouvoir, en gros, des statisticiens du Bureau statistique de l'UNESCO euh, face à cette hétérogénéité, à cette fiabilité inégale des données? Est-ce qu'ils se contentent de les constater
ou est-ce, et j'en sais rien, est-ce que le bureau a un certain pouvoir? Alors, dans le domaine des statistiques, il y a le bureau statistique de l'ONU. Depuis le 19e siècle, on tente d'avoir des nomenclatures comparables, mais je ne connais pas grand-chose sur les statistiques de l'éducation. Je compte sur Natalia pour m'en apprendre beaucoup. Quel est leur pouvoir en dehors du fait de constater cette inégalité, cette fiabilité diverse des données statistiques? Est-ce qu'ils vont au-delà du constat qu'ils font dans les introductions? Est-ce qu'ils ont un certain pouvoir? Est-ce qu'il y a des réunions de statisticiens de l'éducation qui se font? Oui, j'imagine, en Europe, mais ailleurs. Est-ce qu'il y a comment dire, des manuels méthodologiques qu'ils tentent d'imposer? Est-ce qu'il y a, et je terminerai là-dessus, et ça déborde beaucoup le cadre des nomenclatures, est-ce qu'il y a dans les ministères d'éducation des volontés soit à négocier des systèmes comparables, soit comme on le fait par exemple lorsqu'on on reçoit des dossiers d'étudiants qui proviennent d'un autre système, on le fait quand on est directeur de programme, de dire ben, ça c'est comparable à ceci, mais pas tout à fait. Voilà, c'est une question bien générale, mais je la résumerai de cette façon. Est-ce que on peut aller au-delà du constat de statistiques ou de systèmes de catégories ou de systèmes d'éducation différents ou pas? Et merci, Natalia. Merci à toi. Je réponds déjà. Bon, d'abord, merci d'être là, Jean-Pierre. Je Je suis à suis Paris, je suis loin. très heureuse de te voir. D'abord, je pense que je suis d'accord avec toi. Il y a un côté rituel. Il faut se resguarder de la critique parce que c'est vraiment difficile de faire ce type de publication et d'avouer des limites. Je ne trouve pas, bon, d'autre côté, je pense que ce n'est pas mon domaine d'analyse, mais je pense que les statisticiens ont peu de pouvoir pour faire face à ce type cette intention d'orchestrer les pays du monde. Et c'est un peu là que je veux apporter peut-être au cours de la recherche quelque chose. C'est pas une question technique en fait, mais il y a une question plus importante en jeu. Et, et les statisticiens, ils n'ont pas beaucoup de choses à faire, je pense. Mais pour les Brésil, du moins, je sais qu'ils sont concernés, qu'ils sont inquiets, ils pensent tout le temps. On a au Brésil une très importante institut de production de statistiques de l'éducation. Elles sont de très bonne qualité. Ils sont concernés de présenter des chiffres qui qui ne sont pas pour la simplification, d'éviter d'être prise en piège par exemple par des journalistes, d'ouvrir, d'élargir l'idée de ce qu'on doit apporter comme information pour comprendre comment ça marche un système éducatif. Mais quand même, je pense que les concerns, il est là, mais ça demeure un peu la même façon de faire et ça donne des informations pour être utilisées dans une logique qui n'est pas vraiment produite par eux, mais ils servent ils alimentent ça c'est mon avis, cette logique. Et c'est ça que je voulais souligner en fait. Et après les rituels de dire des problèmes, des difficultés incontournables, de comparer des systèmes éducatifs très différents. Et après, ils se laissent mener par la comparaison, par la quête des sens, des compréhensions.
Et à mon avis, ils vont très loin, peut-être, pour remplir des lacunes, mais il n'y a pas d'information, on peut estimer. Et après, je pense que ça a une fétichisation de ce que les chiffres sont censés indiquer. D'abord, je pense que je pouvais te dire ça. Et après, je suis vraiment intéressante de voir comment les journaux jouent aussi, eux, sur ça. Je pense que je suis déjà en train d'analyser des journaux au Brésil. Je pense que là-bas, il n'a même pas cette rituel de dire que il y a des problèmes, il y a des lacunes. Ils vont complètement dans le sens de dire beaucoup de choses, de renforcer cette idée de deux blocs des pays, comme si on pourrait dire que au monde, on a deux blocs. C'est fantasmer une organisation. C'est pas comme ça que ça marche. Deux gros blocs comme ça. Et bon, sa simplification, elle produit et elle entre dans la façon dont les gens de tous les jours pensent éducation, pensent l'éducation de son propre pays. C'est ça qu'on voit au Brésil. On considère l'éducation brésilienne très faible et moi, je suis en train je mène des recherches pour trouver des évidences pour dire que non, ça c'est un peu produit, en fait. C'est un peu produit. C'est pour ce type d'analyse. Mais par contre, je suis au début des efforts, des recherches. Oui, Oui. merci. En fait, j'aimerais vous entendre, notamment à la suite un peu de ce que vous dites en ce moment. Si les statisticiens ont peu de pouvoir au niveau des données ou s'ils en ont plus, là, mais dans cette optique-là, de peut-être pas nécessairement avoir de pouvoir puis de reconnaître les difficultés avec les données, est-ce que dans le fond, dans un certain sens, la solution ne vient pas non plus dans l'interprétation des statistiques, donc dans la reconnaissance clairement des limites, mais après ça, de peut-être même mobiliser au niveau de l'interprétation des perspectives critiques, des perspectives qui reconnaissent la construction sociale des données et que dans le fond, cette catégorisation-là que vous disiez notamment en deux blocs ou qui est en fait peut-être très problématique. Dans le fond, est-ce que c'est aussi au niveau de l'interprétation ou parfois, généralement, les statistiques sont parfois présentées un peu comme objectives et comme si elle permettait de tracer un portrait qui est un peu pas constitué de limites et tout. Donc, tu sais, je m'interroge parce qu'à la fois, on peut quand même reconnaître une certaine valeur à ce travail-là statistique. La question, c'est de se poser, est-ce que dans le fond, on y va dans une critique complète et finalement, on rejette un peu ce genre de comparaison-là parce que c'est tellement problématique ou l'interprétation devrait justement peut-être davantage finalement mettre de l'avant toutes ces limites-là. J'aimerais vous entendre là-dessus. Ou s'il y a peut-être une troisième voie, je ne sais pas. Bon, moi, je considère que notre société est trop convaincue de cette idée que les statistiques pourraient apporter la meilleure façon de voir une question. Je souligne que, à mon avis, c'est une façon de voir, c'est intéressant. Je ne pense pas qu'on doit mettre de côté et s'en passer des statistiques, mais il faut les mettre dans la juste mesure. Elles peuvent nous donner quelques informations et on ne peut pas se passer d'autres plus dites subjectives, comme si les statistiques, elles étaient objectives. Et c'est ça que j'essaie de montrer, que la construction de ces chiffres, elle est faite par personne dans des cultures et c'est toujours subjectif. Ce sont des affaires des humaines, alors, des sociétés. Alors, il n'y a pas d'objectivité, en fait, dans des chiffres. C'est une façon de connaître et avec des marques qui
indiquées ou produites par ce processus même. Alors, d'abord, je pense qu'il faut toujours dire ça, que les statistiques sont intéressantes, mais elles ne sont pas objectives. Elles sont une façon de produire connaissances utiles, mais on ne peut pas se passer d'autres façons. On doit faire des analyses en reliant des informations, chiffrées et pas chiffrées. Et bon, ça d'abord. Après, je pense que si on pourrait diffuser cette idée, il y aurait d'autres façons d'analyser aussi. Parce que si on s'aperçoit que les chiffres, elles sont pas capables de tout dire, on va regarder des chiffres et on va immédiatement vouloir avoir d'autres informations. Et c'est ça que je vois dans les journaux. Notre société est vraiment convaincue que ça suffit. Si on a un chiffre, ça suffit, c'est tout dit. Et les journaux, ils replient cette idée, ils diffusent, ils élargissent en fait. Les journaux, parce que moi, je suis en train d'analyser les journaux. Je pense que c'est pas seulement les journaux. Les rapports des gouvernements, ils font la même chose. Et d'autres porteurs de discours qui utilisent des chiffres pour mettre un point final à la discussion. C'est ça qu'en fait, je suis en train de dire, bon, c'est comme ça, on voit toujours une personne qui dit, bon, ben, ça c'est chiffré, on sait déjà, ce sont des statistiques qui disent, et moi, je suis ici pour dire non, les statistiques, elles ne disent rien, on dit des choses moyennes. C'est plus un point de départ pour continuer la discussion ou un point au milieu pour qu'il y ait un point final. Merci. Moi, il n'y a pas d'autres questions en ligne. Je vais y aller. J'ai une première question qui est, d'abord, merci beaucoup, c'est vraiment intéressant. J'ai une première question qui est assez générale. Je me demande quelle est la réception de ces rapports de l'UNESCO par les différents pays, parce que je comprends bien que ces statistiques peuvent servir ou desservir certains pays en fonction de ce que vous avez montré. Et donc, est-ce qu'il y a des pays, par exemple, qui balaient ça d'un revers de la main en disant on n'a aucune utilité, et puis d'autres, au contraire, qui vont en faire un usage important de ces statistiques-là dans leur propre manière je ne sais pas, de penser l'éducation ou en tout cas de l'évaluer. Donc ça, ce serait ma première question générale. Jérémy. Ouais, c'est vraiment difficile de vous répondre parce que il faudrait voir des rapports gouvernementaux de ce qui se passe dans les gouvernements nationaux pour savoir. Et moi, j'ai l'impression de ce que je connais au Brésil, qu'on a, parce qu'on écoute nos gouverneurs qui disent quoi, l'UNESCO a recommandé, l'UNESCO a... C'est-à-dire que il y a une présence importante de l'UNESCO aujourd'hui, de l'OCDE et de la Banque mondiale dans les décisions du ministère de l'Éducation, mais je ne saurais pas dire quel est le poids et surtout quel est le poids du volume, du rapport statistique spécifiquement. Parce que ça joue, ça orchestre une façon de... L'UNESCO utilise les statistiques pour avoir légitimité, pour recommander des choses aux pays, surtout aux pays pauvres. Et les recommandations, elles jouent un rôle. Ça, je peux vous dire. Mais pour spécifier quel est le rôle de chaque volume, par exemple, ça sera difficile. Mais ça m'intéresse, je n'ai pas encore fait ça, mais ça m'intéresse de voir, par exemple, d'où viennent ces chiffres et si elles sont présentes dans les journaux, parce que je suis
C'est toujours comme ça. C'est pour dire qu'il y aurait d'autres chemins à faire. Je pense que peut-être que d'autres personnes vont faire d'autres chemins. Ça serait très intéressant de voir si elles sont vraiment présentes dans les rapports nationaux, ces chiffres-là ou ces comparaisons. Dans les journaux, elles sont présentes, mais je ne suis pas en condition de vous dire si si elles sont venues de ces rapports-là ou d'autres, parce que l'OCDE aussi, elle joue beaucoup là-dedans, mais j'arriverai, parce que ça, c'est une question importante. Bon, mais peut-être que personne ne regarde ça et ça ne vaut rien. Je ne crois pas, mais quand même, il faut vérifier. L'idée de l'autorité qu'auraient ces connaissances-là un peu dans le monde à travers la réception. Merci beaucoup. J'ai une autre question. Je trouve la question des catégories vraiment intéressante. Vous parliez de l'exemple simplement sur l'enseignement général versus technique professionnelle, qui sont des catégories européennes qui marchent pour certains pays d'Europe et pas d'autres. Et je me demandais, parce que j'imagine que ces catégories-là, enfin, peut-être qu'elles évoluent aussi selon les rapports, peut-être dans le temps, ou en tout cas, c'est une première question. Et si on s'intéresse justement à la fabrique un peu sociale des statistiques, ou en tout cas de ces indicateurs, est-ce qu'il y a, et peut-être, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse, mais est-ce qu'il y a des espaces de discussion ou d'échange entre les statisticiennes de l'UNESCO et puis d'autres, leurs homologues dans les autres pays pour discuter justement de cette catégorie-là ou pour s'offenser de ces catégories-là ou... Ouais. Non, ces catégories, elles sont les résultats des accords, des réunions, de rassemblements des représentants des organismes nationaux. Je ne sais pas vous dire qui sont les invités qui peuvent participer, mais c'est une chose ancienne de se rassembler pour décider quelles seront les catégories et même pour produire des accords parce que si on décide de prendre cette catégorie, il faut que le pays change la façon de produire ces statistiques nationales et aussi et ça n'arrive pas à ces points, mais comment ils vont organiser les systèmes éducatifs. Ça, c'est les résultats des accords, mais quand même, il faut voir quel est le poids de chaque participant pour mener à une décision. D'un côté, c'est ça. D'autre chose, bon, ça, c'est vrai, les statisticiens on dit, bon, on a fait un accord, c'est comme ça. Il faut être comparable. Ça, c'est la base, parce que sinon, les statistiques, elles ne vaut rien. Il faut comparer et il faut arriver à un accord. Et je sais que c'est difficile, cet accord. Mais ça m'intéresse de voir que même si c'est la règle de jeu, ça donne des résultats et les résultats ne sont pas homogènes pour tous les pays parce que les pouvoirs de participer, de décider quelle sera la catégorie, ça joue aussi après pour les pouvoirs que chaque pays va avoir dans d'autres domaines. J'analyse beaucoup la façon dont les catégories sont produites au Brésil et c'est intéressant de voir que dans ces publications de l'UNESCO, il y a très peu de catégories capables de décrire qui sont les étudiants qui sont à l'école, en fait. Dans chaque période, il y a des inscriptions scolaires, d'organisation des systèmes éducatifs, et la division, c'est toujours filles-garçons. C'est la seule chose qu'on a. Ce sont des filles ou des garçons, les rapports, combien de filles, quels sont les pays où les filles sont en dehors de l'école, ou les filles sont plus loin dans l'éducation parce qu'il y a aussi. Et comme je viens du Brésil, et au Brésil, nous n'avons pas
des catégories raciales jusqu'à 2005. Et les catégories raciales, dans les recensements, oui, ça jouait, mais dans des statistiques d'éducation, et cette catégorie est entrée dans les statistiques d'éducation d'après un appel, une demande de mouvements sociaux, mouvements raciaux, mouvements sociaux de ces côtés-là. Et ça, c'est vraiment difficile en France, par exemple, parce que ça, toujours cette difficulté de dire, bon, mais si on va demander aux gens si elles sont blanches ou pas blanches, ça va entraîner de discrimination, de préjugés, ça va renforcer, c'était un peu ça, le danger, les concerne. Mais quand même, c'était le mouvement qui a demandé ça parce qu'il disait, bon, si on ne sait pas qui est dehors de l'école, si c'est un garçon blanc ou un garçon noir, on ne va pas faire les points sur des inégalités raciales. Et c'est vrai que ça serait vraiment difficile de comparer parce que les couleurs, ça, c'est vraiment difficile. Mais quand même, la difficulté, elle ne simplifie pas la situation. On a des exclusions qui sont basées dans des hiérarchies raciales, de hiérarchisation raciale produite par les processus de colonisation dans tout le monde, et ça n'apparaît rien à les statistiques, on ne dit rien. Et je pourrais ajouter d'autres questions, par exemple, la richesse des gens et pas la richesse de pays, parce que ça joue la richesse, les pays riches, les pays pas riches, mais il y a des gens riches dans des pays pauvres, et ça, ce sont des différences vraiment importantes. Bon, il y a des défis, c'est vrai, des défis peut-être incontournables, mais si on ne regarde pas de ces côtés-là, on pense qu'il n'y a pas de problème, mais il y a des problèmes. On est mené à voir certaines choses qui peut-être sont des vrais problèmes aussi, eux aussi, mais il y en aurait d'autres. Et cette simplification est là, c'est pouvoir des chiffres, de l'objectivité, ça donne de légitimité à des décisions. Et en plus, l'introduction, elle dit tout le temps, c'est vraiment commun de dire que les pays ils peuvent faire ce statistiques complémentaires avec des catégories qui intéressent à eux. Ça, c'est bon, mais quand même, dans la géopolitique mondiale, ce sont des statistiques comparées à l'échelle internationale qui vont être considérées. Merci beaucoup. Oui, oui. Si on était pour moins utiliser les statistiques, parce que comme tout de suite te présenté, là, il y a plein de problèmes par rapport à ça, qu'est-ce que tu verrais mettre en place pour être capable de se comparer, pour être capable de s'inspirer des uns des autres, pour être capable de travailler ensemble, plutôt que d'utiliser des chiffres qui ne sont pas tout le temps si parlants que ça? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place comme outil pour nous aider à faire ce travail-là? Je serais minimaliste si les gens me demandaient qu'est-ce qu'il faut comparer. Je comparerais l'inscription à l'école. Je trouve que ça, c'est vraiment important, même si aujourd'hui est à la mode l'idée de performance. Je pense que l'inscription scolaire, si l'enfant n'est pas à l'école, bon, il ne va rien apprendre. S'il apprend moins de ce qu'on voulait, ce n'est pas le plus important, à mon avis, parce que dans mes recherches, je vérifie que cette quête de performance, elle justifie beaucoup d'exclusion, en fait, parce que les enfants qui ne vont pas bien, ils vont être exclus de l'école parce qu'ils ne vont pas bien. Et en fait, le plus important, c'est d'être à l'école pendant une période de la vie. Ça, je comparerai, je repérerai, je verrai des statistiques pour savoir les enfants sont à l'école, ils sont combien de temps à l'école, ils doivent être à l'école. Et l'argent utilisé
pour maintenir l'éducation de chaque pays. Il y a quelque chose de un rapport, mais je pense que c'est intéressant dans les journaux. C'est plus, les journaux, ils diffusent beaucoup plus les résultats du PISA que la comparaison entre les budgets. Et bon, c'est pas comparable si on a des pays où il y a très peu d'argent pour étudiants parce que, en fait, il y a des différences importantes. Il y a des pays comme le Japon où la quantité d'enfants est très faible et il y a des pays comme Angola où la quantité d'enfants, c'est vraiment importante. Et alors, c'est pas suffisant de dire combien du produit interne on utilise parce que, bon, ben, c'est pas la même chose. Il y a des pays riches et qui peuvent utiliser percentuellement peu du produit interne brut, mais ça signifie beaucoup parce qu'ils ont moins d'étudiants, en fait. Bon, c'est pas suffisant. On n'avance pas vraiment beaucoup à dire combien chaque pays utilise pour maintenir chaque étudiant. Et ça, je pense que ça nous montrerait une autre image. Parce que, par exemple, le Brésil, je vous ai montré, il a 25 millions d'étudiants à l'école. La quantité, c'est énorme. On utilise les mêmes percentuels du produit interne brut que les pays d'Europe. Mais on a beaucoup plus d'étudiants, en fait. Et bon, ces choses-là, ça n'avance pas beaucoup. C'est parce que ça montrerait les injustices au plan mondial en termes de richesse des pays. C'est vraiment intéressant. J'ai cru voir une main. Est-ce que quelqu'un en ligne avait un commentaire? Est-ce que Jean-Pierre, est-ce que c'est toi qui avais levé la main ou bien? Oui. On entend par les microphones. Est-ce que vous entendez? Jean-Pierre, on ne t'entend pas. Voilà. Ce que je trouve intéressant dans ce que fait Natalia, c'est de voir comment toute cette information ensuite est diffusée. Parce que je vais prendre un parallèle avec quelque chose que je connais bien, j'ai travaillé longtemps là-dessus, les sondages d'opinion. On est dans un domaine où le chiffre joue un rôle important. Et au Québec, je me rappelle, il y a une quarantaine d'années, peut-être même un peu plus, 1976, un texte de l'Association canadienne des sociologues de langue française avait écrit un petit manuel d'une vingtaine de pages et qui disait aux journalistes, voilà ce que vous devez dire quand vous donnez une information relativement à un sondage. Quel type de sondage? Était-il probabiliste ou pas? Combien de personnes ont répondu? Etc. Tout un tas de choses. Évidemment, les journalistes l'ont pris un peu en disant ah, ces politologues et ces sociologues qui nous prennent de haut, pensant qu'on n'est pas capable de donner l'information qu'il faut. Mais ça a été utile parce qu'on disait quelle était la population ciblée, tout un tas de choses. Et ça a été utilisé pendant un certain temps. J'avais fait un texte il y a une trentaine d'années là-dessus qui montrait que les journalistes l'utilisaient de plus en plus. Ils sont de bonne volonté, ils ont une information, on leur dit bah, il faut dire combien il y avait de personnes. Alors je me dis, est-ce que parce que ces données sont utiles, je pense que toutes les données sont utiles. Le grand problème, c'est la fiabilité de ces données, la légitimité d'une comparaison, les catégories utilisées, toutes ces choses-là. Notre rôle à nous, sociologues, économistes, politologues ou n'importe quoi, ou spécialistes de communication, c'est peut-être de faire un peu ce qu'ont fait les sociologues concernant les sondages d'opinion, de dire peut-être, voilà ce qu'il faut donner comme information. Quand un pays ne peut pas donner d'informations, ben, on ne fait pas au pif. On essaye de dire, ben non, il n'y a pas de données là-dessus, dommage, peut-être qu'il faudrait trouver d'autres moyens d'obtenir l'information. Notre rôle est là, et je crois que notre rôle est un rôle critique au sens le plus complet du terme, c'est de dire, oh, attention, on ne peut pas comparer des choses qui ne sont pas comparables, les systèmes sont différents, il faudrait peut-être le redire à chaque fois, mais comme l'intervenant l'a dit tantôt, qui est en salle, il y a quand même une utilité, il me semble. On a besoin de, je dirais pas de se comparer, mais on a besoin de savoir
dans tel et tel pays, comment ça fonctionne. Et même si les comparaisons aujourd'hui sont inscrites dans un grand système qu'on appelle un peu néolibéral de comparaison, on a toujours fait des comparaisons. Pour moi qui travaille sur les données statistiques, au 19e, on en faisait selon une autre logique, qui n'était pas la logique néolibérale, mais qui était une logique. Donc, il ne faut pas dire que la comparaison, elle vient des années 80 ou 90. Elle a été amplifiée à ce moment-là. Elle a pris un volume important. Alors peut-être que nous avons, nous, une tâche à faire pour rendre ces comparaisons un peu moins ardeuses et faire que les journalistes puissent faire un meilleur travail. Alors, préalablement à ça, il faut ce que fait Natalia, voir aujourd'hui qu'est-ce qu'on dit de ces données. Évidemment, un journal de droite ne donnera pas les mêmes informations qu'un journal de gauche, bien entendu. Et donc, il faut offrir cette première analyse et puis peut-être ensuite être pédagogue et construire un, une sorte de manuel qui permettra d'avoir des comparaisons un petit peu moins hasardeuses. Voilà ce que je voulais dire. Mais bon, ça vaut ce que ça vaut. C'est peut-être louable, c'est peut-être pas faisable du tout, mais ça a été fait pour les sondages d'opinion et on a fait beaucoup de progrès là-dessus. Et on dit moins de bêtises aujourd'hui qu'on en disait il y a 50 ans. Donc, c'est probablement possible, même si le domaine des statistiques de l'éducation est un domaine infiniment plus complexe que le domaine des sondages d'opinion, où là, on a une technique qui est à peu près la même un peu partout, quoique, au moins dans les pays dits développés. Peut-être que c'est faisable dans le domaine. Je ferai une dernière parenthèse. Un domaine que je trouve très intéressant, l'utilisation du coefficient de Gini pour comparer les niveaux d'inégalité entre les pays. Alors là aussi, il y a d'énormes problèmes posés, mais il y a une légitimité à le faire. Et on voit que des systèmes de type sociodémocrate, comme ceux de l'Europe du Nord ou ceux du Québec, produisent moins d'inégalités que des systèmes d'un autre ordre. Il y a une utilité à le faire. Maintenant, il faut le faire avec les bons outils. Un Piketty nous dira le coefficient de Gini, oh, c'est bon, mais il y a mieux. Ouais, il y a mieux, mais c'est déjà ça. Et c'est déjà assez facile à construire et donc à comparer. Donc, c'est tout un travail énorme à faire entre qu'est-ce qu'on peut faire comme construire comme outil, puis je me mets à la place des statisticiens de l'UNESCO, bah, écoutez, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Il y a le travail qu'on peut faire vis-à-vis des journalistes en leur disant bah, faites attention, vous ne pouvez pas prendre les données telles quelles parce que le niveau de fiabilité de certaines est très mauvais. Et puis, il y a tout ce qu'on peut améliorer en termes de comparaison en réunissant les statisticiens, en essayant d'avoir des produits, des catégories qui sont peut-être un petit peu moins celles de l'Europe et peut-être un peu plus voilà. Merci, merci Jean-Pierre. Est-ce que Natalia voulait dire un dernier mot? Non, je suis contemplée, je suis d'accord. Et pour moi, c'est très bien. Je pense qu'on est dans l'horaire, non? Oui, c'est ça. On a dépassé le petit peu. Merci beaucoup. Merci à vous.